Aujourd'hui, près de 40% des amphibiens sont menacés d'extinction. Imaginez-vous en expédition dans les Caraïbes, au sein d'une forêt néotropicale, chaude et humide. L'endroit parfait pour observer les petites bêtes colorées que sont les amphibiens. Cependant, une apocalypse écologique les pousse à disparaître. Il s'agit du groupe de vertébrés le plus en déclin depuis 50 ans. Alors on pourrait se demander, pourquoi eux? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous écoutez Yanis de Easy Science. Aujourd'hui, nous traitons d'un triste sujet qu'est le déclin des populations d'amphibiens dans le monde. J'ai décrypté pour vous Ongoing Declines for the World's Amphibians in the Face of Emerging Threats, un article publié dans Nature qui répondra à la question pourquoi les amphibiens disparaissent. Commençons par décrire qui sont les amphibiens. Car c'est bien, mais grenouilles et crapauds, ça ne les définit pas. Le groupe des amphibiens est bien plus large. Tout d'abord, il s'agit de tétrapodes, donc qui ont 4 pattes, et rangés dans le clade des lysamphibiens. Donc lorsque l'on parle d'amphibiens, on parle de 3 ordres qui sont les suivants. 1. Les anoures, identifiables par l'absence de queue, donc les grenouilles, les crapauds, et tu peux même y mettre ton petit cousin. 2. Les urodèles, on peut aussi les appeler les codés parce qu'ils sont reconnaissables par leur queue, donc des tritons, des salamandres. Et en 3, moins connus, les gymnophiones, et on va pas se mentir, personne ne les connaît, hein, mais c'est des amphibiens, malgré leur allure de vers de terre. Maintenant qu'on a les bases, intéressons-nous à leur système. Les amphibiens sont plutôt intéressants. Ils sont les représentants vivants de l'évolution lors du passage de l'eau à la colonisation des terres par les organismes animaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont des caractéristiques à la fois d'organismes aquatiques et à la fois d'organismes terrestres. Et c'est là le problème. Ça les rend très fragiles. Un organisme bloqué dans l'évolution obligé de rester sur ces 2 niches écologiques. Tout d'abord, les amphibiens ont une respiration pulmonaire très peu efficace, avec des poumons lisses qui absorbent moins d'oxygène et une respiration en 4 étapes, induite par la bouche. C'est quand ils gonflent leur gloître, vous l'avez sûrement déjà vu. Pour comparaison, les mammifères ont une respiration en 2 étapes, induite par le diaphragme. J'inspire, j'expire. Alors que les amphibiens, ils vont amener l'air dans la bouche, avaler l'air de la bouche, c'est l'inspiration. Remettre l'air dans la bouche, expirer l'air de la bouche, c'est l'expiration. La respiration des amphibiens est donc très peu efficace. Mais pour combler le manque, ils respirent par la peau. On appelle ça la respiration cutanée. Tel est le problème, leur peau nécessite d'être toujours hydratée. C'est pour ça que les amphibiens sont toujours poisseux. Ils produisent un mucus qui les aide à respirer. L'oxygène se transmet mieux lorsqu'il est dilué. Donc l'amphibien ne peut pas vraiment quitter sa mare ou ne sortent que la nuit, lorsque le soleil ne les assèche pas sur la route. En plus de ça, leur peau est particulièrement fine et fragile, pour un meilleur échange en oxygène, ce qui les rend vulnérables aux attaques pathogènes. On le verra plus tard. On passera leurs caractéristiques un peu nulles comme leur mauvaise vision ou leur cœur sans cloison, dans lesquels le sang oxygéné et carboné se mélange. Le dernier majeur problème est le type 2 qu'ils pondent. Les amphibiens sont ovipares. Ils vont donc pondre des œufs. Cependant, ils ne sont pas amniotes, c'est-à-dire que leurs œufs ne contiennent pas de liquide amniotique. Ce liquide est nécessaire pour le bon développement de l'embryon et du fœtus. À titre d'exemple, tous les tétrapodes terrestres ovipares sont amniotiques, donc l'oiseau, le reptile, etc. L'amphibien est le seul manquant cette adaptation et doit donc impérativement pondre dans l'eau, ayant des propriétés similaires au liquide amniotique. Or, les échanges avec l'environnement seront nécessaires. C'est pourquoi leurs œufs sont très fragiles, ce qui leur donne cet aspect translucide. Vous avez sûrement vu ces vidéos où on peut les voir bouger à travers. Leur cycle de vie double est donc un énorme problème. Passons alors aux statistiques exposées dans cette revue scientifique. On va revenir aux raisons de leur disparition. Mais avant, que disent les statistiques? D'après cette carte de l'article, qui représente la répartition de 2873 amphibiens sur le globe, on peut voir que les zones géographiques ayant la plus grande diversité d'espèces sont en Asie de l'Est, Madagascar et l'Amérique centrale, allant jusqu'à 61 espèces différentes dans les zones en rouge. On constate aussi un étalement d'un faible nombre d'espèces dans l'Europe de l'Ouest.
Jusque-là, pas de problème. Cependant, il s'agit d'une carte montrant la répartition d'espèces menacées. Les chercheurs qui ont publié l'article ont étudié 8011 espèces différentes d'amphibiens autour du globe. Et parmi eux, 40,7% sont menacés d'extinction et placés sur la liste rouge IUCN catégorisée comme en danger et vulnérables. Ce chiffre n'était que 39,4% en 1980. Certes, ça n'a pas l'air d'avoir augmenté beaucoup, mais ça représente 200 espèces de plus à être en danger en 40 ans. Ils ont ensuite comparé à quel point ils étaient menacés par rapport à d'autres classes de vertébrés menacés. Ils sont donc en première place, en deuxième si on compte les cycades. Ce sont des plantes à graines. On peut voir la corrélation sur ce graphe. Plus la courbe descend vite, plus l'extinction est rapide. Et plus les points sont bas, plus nombreux sont les espèces menacées. Les amphibiens, représentés en vert, sont les plus bas, donc les plus persécutés. Petit aparté, on peut aussi constater la corrélation chez les coraux, où les espèces sont mises en liste rouge très vite. Aujourd'hui, plus de 175 espèces d'amphibiens n'ont pas révélé leur présence depuis un bon bout de temps, et sont donc catégorisées comme en danger et possiblement éteints. Et en plus de ce graphe, il nous est mis à disposition un graphique démontrant que la tendance du nombre d'espèces néotropicales, donc dans les Caraïbes, décroît vite, alors que la tendance du nombre d'espèces australo-asiatiques est moins inquiétante. Enfin, un dernier graphe démontre que les codés, donc les salamandres et les tritons, si tu as bien suivi au début, sont les plus menacés. Alors, quelle est la raison de ces chiffres bien inquiétants? Eh bien, à vrai dire, il n'y en a pas qu'une. Pas d'ailleurs deux, mais 15. On ne les citera pas tous, mais les chiffres sont 77% des espèces sont impactées par l'agriculture, 53% des espèces par l'exploitation forestière et 40% par l'urbanisation et le développement d'infrastructures. C'est assez triste de voir que le top 3 de ces raisons sont dues à l'homme et que les raisons les plus naturelles ou écologiquement normales, comme le climat, les feux de forêt, les maladies causées par dendrobatitis et salamandrovirens, espèces invasives, sont en minorité. Par exemple, dans le paléarctique, la perte d'habitat et la dégradation sont les causes principales, suivies de la menace du champignon pathogène Batrachochytum salamandrovirus. Bon, les choses ont un peu changé depuis 1980, alors que les causes principales du statut en danger ou le déplacement d'une espèce vers une catégorie plus extrême de la liste rouge étaient les maladies, elle est aujourd'hui due à la perte d'habitat. Mais il y a une nuance. Les espèces ayant le statut éteint sont les résultats de maladies. Mais les espèces qui passent au statut de en danger critique sont menacées par la perte d'habitat. Et petite précision, les espèces sont affectées également dans les espaces protégés. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à ce problème? C'est une question qui doit être posée pour comprendre l'impact des amphibiens pour l'écosystème. Vous vous en doutez, comme avec beaucoup d'organismes, il se crée un équilibre. Les amphibiens chassent les insectes, qui peuvent parfois être ravageurs pour l'écosystème, mais aussi l'agriculture. En plus de cela, les amphibiens sont de très bons encas pour les oiseaux et les serpents. S'ils disparaissent, certaines espèces devront s'adapter ou disparaître. Mais le plus intéressant est que la peau sensible est un fiable indicateur de la santé environnementale. Ils sont sensibles aux polluants, donc une mare sans amphibiens est probablement très polluée. Protéger les amphibiens est plus qu'imminent. Il nous prouve aussi que c'est l'écosystème tout entier qui doit être protégé. Dans le prochain épisode, on parle encore de chiffres inquiétants, on sort des filets à papillons et on s'intéressera à la disparition des insectes. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment la science décrypte le monde animal, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Pense à faire un petit tour sur mon Tipeee pour me soutenir. À chaque épisode, on prend un article scientifique et on le décrypte. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau décryptage scientifique.